Quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est à vous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, docteur Emmanuel Degnaud. Euh, Bonsoir. Merci à vous, public, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous inscrire à nos séminaires mensuels 30 minutes avec. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir donc le docteur Emmanuel Degnaud, qui est pédopsychiatre et qui a co-dirigé le centre de référence du syndrome de Gilles de la Tourette à la Pitié-Salpêtrière. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vais aller très rapidement au démarrage de votre intervention. Je vais juste rappeler les règles de fonctionnement de notre webinaire. Donc, 30 minutes d'intervention orale de votre part, auxquelles se suivront 30 minutes de discussion avec le public. Donc, j'invite toutes les personnes qui assistent en live à l'intervention à poser les questions au fur et à mesure. Nous les listons, nous les gardons et on va ensuite les reproposer au docteur Degnaud. C'est moi qui m'assurerai de cette partie-là, donc dans la seconde partie du webinaire. Merci encore à vous. Je vous laisse compléter votre présentation et merci encore d'accepter cette invitation pour nous parler du syndrome de Gilles de la Tourette, qui est finalement très connu de nom et assez mal connu, je pense, par la plupart des cliniciens dont je fais partie. Merci encore à vous, docteur Emmanuel Degnaud. Merci de m'avoir invitée. Donc, comme vous l'avez dit, je suis pédopsychiatre et j'ai travaillé pendant à peu près 18 ans sur le centre de référence national du syndrome de Gilles de la Tourette, qui se situe à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer de développer autour de ce syndrome qui est à la fois très connu du grand public, mais finalement mal connu. Et j'espère que je vais pouvoir vous éclairer. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Gilles de la Tourette? Le syndrome de Gilles de la Tourette, il est essentiellement caractérisé par la présence de tics et uniquement par la présence de tics. Parfois, on a tendance à le décrire avec toutes les comorbidités qui sont associées, mais la réalité est que pour diagnostiquer un syndrome de Gilles de la Tourette, il suffit de diagnostiquer les tics sous une certaine forme. La première description du syndrome de Gilles de la Tourette, qui ne s'appelait pas comme ça, qui s'appelait maladie des tics, a été faite par un aliéniste, Itard, en 1825. Donc, c'est relativement vieux. Puis, en 1885, c'est Georges Gilles de la Tourette, Georges étant son prénom, Gilles de la Tourette étant son nom, qui a décrit un cas clinique, le cas clinique d'une marquise qui s'appelait la marquise de Dampierre et qui présentait une pathologie assez singulière puisqu'elle jurait, elle émettait des jurons de façon totalement inadaptée en société qu'elle ne pouvait absolument pas réprimer. Donc, Gilles de la Tourette a décrit le premier cas de coprolalie chez cette marquise, Gilles de la Tourette, qui était à l'époque un élève de Charcot à la Pitié-Salpêtrière. Déjà à l'époque, Gilles de la Tourette a été le premier à émettre l'hypothèse d'une condition à la fois neurologique et héréditaire du syndrome, Gilles de la Tourette étant effectivement neurologue. Par la suite, en France, essentiellement, on a imputé plutôt une cause psychogène à ce syndrome et il faudra attendre plusieurs dizaines d'années pour que cette cause psychogène devenue prévalente soit réfutée par différentes études scientifiques, notamment les premières anglo-saxonnes, que ce soit des études post-mortem ou de la neuroimagerie. Alors, voici une photo de Monsieur Georges Gilles de la Tourette et de notre bel hôpital de la Salpêtrière où a exercé Georges Gilles de la Tourette et où se trouve aujourd'hui le centre de référence national de ce syndrome. Alors, quelle est l'épidémiologie du syndrome de Gilles de la Tourette? Le syndrome de Gilles de la Tourette touche essentiellement les enfants. Donc, on a vraiment une prévalence qui varie en fonction de l'âge. On évalue à peu près 0,5% de la population infantile la prévalence du Gilles de la Tourette. Donc,
ce qui fait une maladie qui n'est pas si rare que ça. Alors, ce chiffre ne détermine absolument pas le pourcentage d'enfants qui relèveraient d'un suivi médical, bien évidemment, puisqu'il y a des formes mineures et des formes plus sévères. L'évolution est assez atypique pour un trouble du neurodéveloppement, puisque les symptômes ont tendance à s'aggraver au moment de la préadolescence, du fait probablement de l'imprégnation hormonale, c'est-à-dire au niveau de l'entrée au collège, 6e, 5e, on est vraiment au pic de la symptomatologie. Puis, progressivement, au moment de l'adolescence, les tics vont se calmer et vont, pour la plupart des personnes, fortement s'atténuer et disparaître à l'âge adulte. Donc, on a une amélioration, voire une rémission à l'âge adulte. Seuls 20 à 30% des patients qui sont diagnostiqués avec ce syndrome vont garder un handicap de modéré à sévère. Et 100% vont voir leur tic quand même diminuer. C'est extrêmement important parce que c'est un diagnostic qui fait peur. Et donc, c'est une évolution qui est plutôt fortement favorable et il ne faut pas oublier d'en parler, bien évidemment, aux parents pour les rassurer. Syndrome de Gilles de la Tourette s'exprime essentiellement chez les garçons. On a un sexe ratio de 1 fille pour 4 garçons, qui rejoint d'autres troubles du neurodéveloppement à plus forte prévalence masculine. Voilà ce que je pouvais dire sur l'épidémiologie de ce syndrome. Alors, quand on parle de syndrome de Gilles de la Tourette, on parle de tic. Qu'est-ce qu'un tic? Un tic, c'est un mouvement anormal. Il est classé dans les mouvements involontaires au même titre que le tremblement, que le mouvement choréique, que la dyskinésie. Alors, c'est un mouvement involontaire, mais qui peut partiellement être contrôlé. C'est ce qui en fait son caractère un petit peu atypique d'un point de vue neurologique. Donc, on est à la limite du volontaire et de l'involontaire. On trouve 2 sortes de tics, les tics simples et les tics complexes. Les tics simples sont des mouvements brefs, intermittents, répétitifs et non rythmiques. Alors, on retrouve parmi les tics simples des tics bien connus, le tic des clignements d'yeux, le tic des haussements d'épaules, les raclements de gorge qui sont des tics vocaux simples, ça peut être aussi un reniflement, bref, enfin, tous ces mouvements qui concernent un groupe musculaire isolé. Contrairement aux tics complexes, qui font intervenir en fait plusieurs groupes musculaires et qui sont donc des séquences motrices qui vont reproduire souvent des gestes ou des phrases de la vie quotidienne et qui surviennent de façon inadaptée au contexte. Les copropraxies, donc les doigts d'honneur, les bras d'honneur, ou les coprolalies, les insultes, font partie de ces tics complexes. Mais il y en a bien d'autres. Tous les mouvements complexes peuvent devenir un tic s'ils surviennent de façon inadaptée au contexte. Pour diagnostiquer un tic, il faut retenir 3 spécificités sémiologiques qui doivent être présentes pour ce diagnostic. La première spécificité, c'est que le tic peut être contrôlé de façon temporaire. Même de façon minime, il faut que ce contrôle soit possible pour qu'on puisse diagnostiquer un tic. Ce contrôle demande souvent un effort cognitif important et peut être très coûteux sur le plan attentionnel. Le contrôle peut être aussi inconscient, s'exercer en fonction un peu des normes sociales. Souvent, en fait, les enfants décrivent très bien que quand ils sont à l'école, finalement, ils ont beaucoup moins de tics sans même avoir à les contrôler.
Quand on les voit en consultation, la première fois, le contrôle est aussi là, inconscient, et souvent, on ne voit pas leur tic en consultation. Donc, il faut les croire sur parole, croire les parents sur parole. Souvent, en fait, les parents vont filmer les enfants pour apporter des preuves parce qu'ils ont eux-mêmes très bien compris que dans certaines situations, les tics ne s'exprimaient pas. Par contre, effectivement, quand ils sont chez eux à la maison et voilà, où la pression sociale n'est plus là, les tics s'expriment beaucoup plus librement. La deuxième spécificité sémiologique des tics, c'est leur suggestibilité. Alors, elle se voit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le tic survient souvent suite à une petite irritation motrice. Alors, par exemple, un enfant qui va avoir un rhume va se mettre à renifler et le rhume va disparaître, mais le reniflement va continuer à s'exprimer et va devenir un tic. C'est vrai pour les clignements d'yeux, c'est vrai pour les raclements de gorge, c'est vrai pour des jeunes qui, on a vu pendant un temps des jeunes avoir des franges très longues, c'était très à la mode, et avoir des mouvements de coups pour chasser leurs franges. On coupe la frange, ben, le mouvement persiste parce que le mouvement s'est autonomisé et est devenu un tic. Donc ça, c'est le premier versant de cette suggestibilité. L'autre versant, c'est que si vous mettez des enfants porteurs du syndrome de Gilles de la Tourette tous ensemble, ce qui est le cas, puisque l'association des enfants porteurs du syndrome de Gilles de la Tourette organise parfois des colonies, eh bien, en fait, les enfants vont prendre prendre les tics les uns des autres et s'échanger comme ça leurs tics en fonction un peu de l'affinité qu'ils vont avoir sur certains mouvements. Hein, ils peuvent dire j'ai vu ce tic, j'ai eu envie de le faire et après il s'est autonomisé. Donc il y a cette composante suggestible dans le tic qui est très importante. Troisième spécificité, c'est que le tic est précédé de sensations ou de pensées prémonitoires. Alors, ça peut être des sensations de brûlure, de tension, sensations d'inconfort. Cette sensation prémonitoire va être soulagée à la réalisation du tic. L'image que je prends souvent pour les enfants ou pour les parents, c'est l'image en fait de l'éternuement. Quand on a envie d'éternuer, on a un petit picotement dans le nez, ensuite on éternue et ça soulage le picotement. Le tic, c'est exactement la même séquence. Sensation prémonitoire, déclenchement du tic et le tic soulage cette sensation désagréable. C'est ce que les Américains appellent le urge to do. Et généralement, c'est ressenti pas au début des symptômes. Les enfants ont du mal à ressentir cette sensation prémonitoire, mais ils la ressentent vraiment à partir de la préadolescence, adolescence. Donc, pour diagnostiquer un tic, 3 signes sémiologiques sont nécessaires et indispensables: le contrôle, la sensation prémonitoire et le soulagement, qui est nécessaire. Donc, ces trois éléments sont nécessaires au diagnostic de tic. Je répète aujourd'hui que le diagnostic est uniquement un diagnostic clinique. Il n'y a pas d'imagerie ou il n'y a pas d'examen biologique à faire. Le diagnostic est uniquement clinique. Alors, quels sont les diagnostics différentiels des tics? Alors, les plus fréquents chez l'enfant, on va retrouver les stéréotypies, mouvements anormaux répétitifs que l'on voit chez les enfants autistes qui ont plus une fonction d'apaisement, d'autostimulation. Le deuxième diagnostic différentiel est le trouble obsessionnel compulsif sous sa forme de compulsion ou de rituel. Alors, ce qui est compliqué, c'est que l'un comme l'autre, TOC et stéréotypie, peuvent être associés au tic. Donc, parfois, on a un petit peu de mal à faire la part des choses et à définir de quoi il s'agit, surtout chez les enfants jeunes.
Chez les adolescents, diagnostic différentiel de plus en plus important, c'est le tic fonctionnel, qui devient de plus en plus fréquent grâce ou à cause des réseaux sociaux. On a aussi comme diagnostic différentiel les crises d'épilepsie. Alors, ce diagnostic se pose en cas vraiment de crise de tic très sévère, brutale et intense avec des tics multiples. La plupart du temps, quand on a un enfant avec des tics, on ne fait pas d'électroencéphalogramme parce qu'on n'a pas de doute sur le diagnostic et ça ne ressemble quand même pas à une crise d'épilepsie. Sinon, les autres mouvements anormaux, involontaires, comme les myoclonies, les dystonies, les dyskinésies et les mouvements choréiques, là qui ont chacun leur spécificité, je ne viendrai pas dessus, spécificité très neurologique. Donc, l'éthique, finalement, nous résume, le SGT est une maladie d'éthique, mais il y a d'autres pathologies liées au tic. Il y en a 4 groupes. La plus fréquente, ce sont les tics provisoires de l'enfance, qui touchent à peu près 15 à 20% des enfants, toujours plus les petits garçons. Ce sont des tics moteurs et ou vocaux qui peuvent être associés. Ils peuvent être simples ou multiples, complexes, qui surviennent avant 18 ans, plus souvent en fait quand même avant 11 ans, et sur une durée de moins d'1 an. Voilà, le tic transitoire doit durer moins d'1 an. Et ce tic ne doit pas être attribuable à une substance, que ce soit l'utilisation de psychostimulants, la prise d'amphétamine ou à une pathologie organique sous-jacente comme une encéphalite ou une chorée, c'est quand même rarissime. Tics provisoires de l'enfance, les plus fréquents. Les tics chroniques. Alors, les tics chroniques, comment on les distingue du syndrome de Gilles de la Tourette? Finalement, c'est assez proche. Ça peut être tout aussi invalidant. Ce qui les différencie du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est qu'en fait, on ne retrouve chez un patient soit uniquement des tics moteurs ou uniquement des tics vocaux et qu'ils ne cohabitent jamais, à aucun moment de leur existence. Donc, un patient qui va avoir une multitude de tics moteurs très invalidants sans jamais avoir eu de tics vocaux de sa vie, on parlera de tics chroniques, de maladie des tics, mais on ne parlera pas de syndrome de Gilles de la Tourette. Les tics fonctionnels, qui sont de plus en plus fréquents, je vous le disais tout à l'heure, depuis l'avènement des réseaux sociaux. Comment on fait le diagnostic? Alors, souvent, l'âge de début est plus tardif, souvent plutôt à l'adolescence, vers 15-16 ans. Le début est assez atypique, avec une symptomatologie extrêmement bruyante, très profuse, avec l'association de tics moteurs et de tics vocaux complexes, souvent beaucoup de coprolalie et de copropraxie, qui sont presque toujours présentes dans les tics fonctionnels, alors que dans le syndrome de Gilles de la Tourette, finalement, elles sont présentes que dans 10 à 15% des cas. Le sexe ratio est inversé, c'est-à-dire qu'on a une nette prédominance féminine des tics fonctionnels et on a une composante psychopathologique souvent particulière qui est associée ou qui précède l'arrivée des tics, souvent des éléments anxio-dépressifs, anxiophobiques, des phobies scolaires ou un trouble borderline qui précèdent l'apparition des tics. Et enfin, le syndrome de Gilles de la Tourette, celui qu'on attend. Donc, quels sont les critères diagnostiques du syndrome de Gilles de la Tourette? Bon, finalement, c'est assez proche des tics chroniques. Le début doit se passer avant l'âge de 18 ans. On doit retrouver des tics moteurs
multiples, qu'ils soient simples ou complexes, associés à au moins un tic sonore, un tic vocal, à un moment quelconque de l'évolution de la maladie. Le tic vocal, je préfère dire d'ailleurs un tic sonore parce que ça peut être aussi un reniflement, ça peut être un claquement de langue, ça peut être, voilà, tout ce qui fait du bruit va être considéré comme un tic vocal, tic sonore. Les tics doivent survenir de façon intermittente pendant au moins une année. Généralement, ce qu'on observe, c'est une fluctuation de la forme, de l'intensité, avec des périodes de rémission et puis des périodes d'accélération des tics. Les tics ne pouvant pas être expliqués par la prise d'une substance ou par une autre maladie, tout comme dans les tics chroniques ou les tics de l'enfant. Les coprolalies et les copropraxies ne sont absolument pas indispensables au diagnostic du syndrome de Gilles de la Tourette. Elles ne sont présentes que dans 10 à 15% des tableaux cliniques. Alors, quelques notions de physiopathologie du syndrome. C'est vrai que ce syndrome reste encore mal connu. Beaucoup d'hypothèses ont été évoquées, mais les choses dont on est à peu près sûr, voire même certain, c'est que 2 structures cérébrales sont mises en cause dans la genèse des tics, le cortex et les noyaux gris centraux. En fait, pour simplifier un peu, parce que les choses sont quand même assez complexes, mais il s'agirait d'une défaillance du contrôle inhibiteur au niveau du striatum, donc une partie des noyaux gris centraux, défaillance qui peut s'étendre jusqu'au cortex et qui expliquerait que lors de l'exécution de certains programmes moteurs, de certains mouvements, le cerveau n'arrive pas à filtrer des mouvements parasites qui normalement doivent être inhibés. Et ces mouvements parasites, en fait, ce sont les tics. Ce qui est intéressant, c'est que chez les adultes, donc le pourcentage, les 70-80% d'adultes qui vont être en rémission par rapport à leur tic, on va retrouver un épaississement de certaines régions corticales qui pourrait en fait évoquer la mise en place de mécanismes de compensation. Épaississement qui serait absent chez les adultes qui resteraient avec des tics, et notamment des tics sévères. Au niveau des neurotransmetteurs, c'est essentiellement la dopamine striatale et corticale qui pourraient être impliquées dans la genèse des tics, mais interviennent aussi l'acide gamma-aminobutyrique, la sérotonine et l'acétylcholine. Le syndrome de Gilles de la Tourette, comme le suspectait Georges Gilles de la Tourette, a une forte composante génétique. Les différentes études de jumeaux homozygotes ont montré que si un des jumeaux était atteint, l'autre avait 50% de risque d'être atteint aussi du syndrome. Et c'est le cas pour 8% des apparentés de patients porteurs du syndrome de Gilles de la Tourette. Par rapport aux tics simples, ils passent respectivement à 77% pour les jumeaux homozygotes et 20% pour les apparentés. Donc la composante génétique, elle ne fait absolument pas débat. Maintenant, les gènes impliqués, pour l'instant, ne sont pas vraiment mis en évidence. L'hypothèse d'une hérédité polygénique est plutôt mise en avant, avec quand même l'existence de certains gènes majeurs pour certaines familles de patients qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, dont le gène HDC, histamine décarboxylase, qui est aussi impliqué dans beaucoup de phénomènes allergiques. Bien évidemment, autour de toute cette composante génétique, on retrouve des facteurs environnementaux, épigénétiques qui vont majorer le risque d'avoir un syndrome de Gilles de la Tourette.
Alors, ces facteurs environnementaux, tout d'abord, on a les facteurs prénataux et périnataux, qu'on retrouve dans beaucoup de troubles du neurodéveloppement, tabagisme, alcool, prématurité. On retrouve aussi d'autres hypothèses qui ne sont pas du tout consensuelles, de moins en moins d'ailleurs, dont l'hypothèse infectieuse avec, lors d'infections à streptocoque, production d'anticorps antistreptococciques qui croiseraient avec des anticorps antiganglions de la base. Voilà, donc il y a eu multiples essais, notamment de traitement par plasmaphérèse de patients ayant des syndromes de Gilles de la Tourette sévères. Ça n'a jamais vraiment été prouvé. Autres facteurs environnementaux, alors là de façon plus générale, qui peuvent dans la vie des patients porteurs de ce syndrome provoquer ou exacerber les tics, ce sont les hormones du stress, cortisone, adrénaline, noradrénaline, les hormones sexuelles, essentiellement les androgènes, les traitements dopaminergiques, les psychostimulants et la caféine. Généralement, ce qu'on dit, c'est que les tics sont exacerbés par toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Quelques mots sur les comorbidités neurodéveloppementales. Donc, le syndrome de Gilles de la Tourette, finalement, est rarement seul chez nos patients et on retrouve souvent associé à ce syndrome d'autres pathologies neurodéveloppementales. En premier lieu, le TDAH, puisque sa prévalence dans le syndrome de Gilles de la Tourette est estimée à 55%, parfois même dans certaines études à 70%. Alors, attention quand même aux similarités. Un enfant qui a des tics, il est forcément hyperactif, il a besoin de bouger et il a aussi du mal à se concentrer à cause de ses tics ou à cause de leur contrôle très coûteux sur le plan cognitif. Néanmoins, le TDAH, il est souvent présent et vraiment présent. Il précède souvent l'apparition de tics. Et chez ces patients, les difficultés comportementales sont plus importantes, que ce soit le trouble oppositionnel ou les crises de rage. On note aussi chez ces patients, bien sûr, plus de difficultés d'apprentissage. Et une chose assez singulière, c'est que souvent, chez ces patients, les tics ont tendance à augmenter en période scolaire, ce qui n'est pas vrai chez tous les patients. Un élément important à retenir aujourd'hui, c'est que le méthylphénidate, donc Ritaline et autres, n'est pas contre-indiqué en cas de tic ni de syndrome de Gilles de la Tourette. Les autres comorbidités neurodéveloppementales que l'on retrouve, les troubles 10, à rechercher systématiquement en cas de problème d'apprentissage, mais aussi les troubles du spectre autistique, puisque la prévalence est plus importante chez les patients SGT. Elle est estimée entre 7 à 10% chez les patients ayant un syndrome de Gilles de la Tourette. Encore une fois, il faut faire attention parce que les troubles de l'intégration sensorielle sont fréquents chez les enfants Tourette, tout comme la présence de stéréotypies sans que l'on soit pour autant dans un trouble du spectre autistique. Donc, pour résumer ces conditions neurodéveloppementales, le syndrome de Gilles de la Tourette et ses comorbidités font partie, bien évidemment, des troubles du neurodéveloppement et les frontières ne sont pas étanches. Des signes évocateurs de certaines comorbidités n'entraînent pas forcément un diagnostic, tout comme la présence de tics chez un enfant autiste ou TDAH ne permet pas de poser le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette. C'est souvent en fait le trouble prédominant qui va orienter notre diagnostic. Les traitements restant de toutes les façons des traitements symptomatiques. Les comorbidités peuvent être aussi psychiatriques. On retrouve chez les patients Tourette plus de TOC, plus de troubles anxieux, avec une particularité dans l'expression des troubles obsessionnels compulsifs qui sont essentiellement représentés sous forme d'images intrusives, de pensées violentes, de pensées sexuelles, de touching, de recherche de symétrie ou d'arythmomanie. C'est un peu la particularité de ces TOC. On retrouve aussi les crises de rage, le trouble oppositionnel, les comportements automutilatoires et
une plus forte prévalence des troubles de l'humeur, que ce soit la dépression ou les troubles bipolaires, dont la prévalence est estimée à 30%. Alors, pour terminer, quels sont les traitements que l'on propose pour les patients atteints de SGT? Le traitement de première intention sont les thérapies comportementales. Elles sont de 2 types, ERP ou HRT. Donc ERP, exposition par prévention de la réponse, et HRT, la thérapie par renversement des habitudes. Les 2 thérapies visent en fait à contrôler les tics de plus en plus consciemment pour entraîner un phénomène de déshabituation. Comme voilà, ça ressemble aussi beaucoup à la thérapie qu'on utilise pour les TOC. Traitement, bien évidemment, passe par la psychoéducation qui est indispensable pour notamment les parents d'enfants qui ont le syndrome, parce que c'est une pathologie qui suscite quand même beaucoup de contre-attitudes dans les familles, beaucoup d'incompréhension. Les traitements médicamenteux, bien évidemment, les neuroleptiques en premier lieu, avec l'aripiprazole en première intention, mais d'autres traitements sont utilisés en cas d'échec de neuroleptique, tétrabénazine, topiramate ou clonidine. Et les injections de toxines botuliques peuvent être aussi utilisées en cas de tics sévères, mais qui ne concerneraient qu'un seul groupe musculaire. Et enfin, pour les formes très sévères, les traitements chirurgicaux qui existent maintenant depuis de nombreuses années, la stimulation cérébrale profonde, donc réservée aux formes sévères pharmacorésistantes à partir de 18 ans, sauf certaines indications à titre compassionnel pour les formes juvéniles sévères, très sévères. On en a eu plusieurs à la Pitié ces dernières années. Voilà. Stimulation cérébrale profonde qui fonctionne bien pour réduire les tics. Ça ne fait pas totalement disparaître les tics. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chirurgie qui est totalement réversible. Alors, quand traiter le SGT? Finalement, on traite quand le vécu du patient le nécessite, que ce soit sur le plan d'une souffrance scolaire, d'une souffrance familiale, d'une souffrance sociale. Si les tics engendrent beaucoup de moqueries, bien évidemment, qu'on va traiter. Donc, c'est assez dépendant finalement de la tolérance du patient face à ces tics. En règle générale, si les tics sont légers, on surveille et on ne donne pas de traitement. Pour les tics modérés, on favorise plutôt la thérapie comportementale. Pour les tics sévères, les neuroleptiques, la toxine botulique et les thérapies comportementales en association. Et bien évidemment, en cas de pharmacorésistance et de non-réponse au traitement et au TCC, on propose le traitement neurochirurgical. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment particulièrement claire. Je rappelle à toutes les personnes qui assistent à votre intervention en live là, que vous pouvez, dans le chat, féliciter notre intervenante si vous le souhaitez. Et quelque chose qui me semble toujours être un excellent signe de santé pédagogique, c'est qu'on a eu beaucoup de questions en cours de webinaire. Voilà. Ce qui est toujours un très très bon signe. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Merci. Il y a toujours un petit peu de délai dans les messages de chat. Mais si vous voulez les regarder, Emmanuel, vous pouvez. Ah, parce qu'il faut que je les regarde, pardon. Non, c'est vous qui voyez. Moi, je m'occupe des questions. C'est moi qui m'occupe de la logistique. On enchaîne sur une première question, si vous le voulez. Une question de Sarah qui nous demande comment faire la différence entre des tics classiques et des tics fonctionnels. Alors, c'est très, très difficile. D'abord, je dirais que quand on voit beaucoup de patients qui ont des tics et qui ont le syndrome, nous, on arrive à le voir tout de suite, que le tic est fonctionnel. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les tics, c'est plutôt dans l'installation des tics
Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une installation plutôt tardive. Il y a peu d'enfants qui présentent des tics fonctionnels, très peu. Hein. Ou alors, ce sont des tics fonctionnels associés à un vrai syndrome de Gilles de la Tourette, mais ça, on va mettre ça de côté. Donc, c'est plutôt une apparition tardive à l'adolescence, très bruyante, avec certaines atypicités. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a souvent en fait sur TikTok des personnes qui sont anglaises, américaines, donc la coprolalie est en anglais, et les adolescentes qui arrivent justement avec ces tics fonctionnels ont une coprolalie en anglais, ce qui est extrêmement rare chez des enfants ou des adolescents qui ont le syndrome et qui vont utiliser plutôt leur langue natale dans les jurons qu'ils utilisent. La coprolalie est très présente dans les tics fonctionnels, dans 80% des cas, ce qui n'est pas du tout le cas du syndrome de Gilles de la Tourette, puisqu'on a vu que c'était plutôt 10%, hein, ça représente 10%, c'est finalement peu. Et il n'y a pas ces trois critères, ou alors ils sont très bien informés, mais en tout cas, le contrôle est rarement possible et la sensation prémonitoire est rarement décrite. Merci beaucoup. Il y a une question, et j'ai oublié de noter le nom de la personne qui l'a posée, je la prie de m'excuser, qui demande, est-ce que l'enfant se rend compte de faire le tic ou ne se rend pas compte? Alors, il s'en rend totalement compte et il en est souvent très désolé d'ailleurs, il s'excuse. Hein, les enfants qui ont beaucoup de tics s'excusent, hein, notamment quand ce sont des tics qui sont gênants socialement. Ils en souffrent. Hein. Alors, il y a certains petits tics au début, effectivement, comme les clignements d'yeux, qui sont des tics un petit peu particuliers, où l'enfant ne se rend pas forcément compte qu'il cligne plus fréquemment des yeux. Pour les autres tics, oui, l'enfant se rend compte de ces tics. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a déjà des informations qui permettent de savoir qu'il y a une recrudescence des tics à l'âge adulte? Nous le demande Françoise. Il peut y avoir des recrudescences de tics chez les patients qui gardent leurs tics. C'est dans les 20 à 30% de patients qui gardent leurs tics, ou peut-être un petit peu plus, je dirais, des recrudescences dans les moments de stress ou dans les moments, moments importants de la vie. Alors, on retrouve souvent les mêmes éléments de stress que dans l'enfance, hein, les gros changements, les déménagements, période d'examen et plus tard des stress professionnels. Voilà. Mais globalement, c'est quand même assez rare. Merci à vous. Vanessa souhaite savoir comment diagnostiquer un tic si la personne n'est pas en capacité de verbaliser les pensées prémonitoires et à faire un test de contrôle. Elle pense par exemple à un possible syndrome GDT chez une personne avec un trouble intellectuel et non verbal. Alors, c'est tout le problème chez les enfants autistes non-verbaux, hein, parce que c'est vrai que si la prévalence d'autisme chez les patients Tourette est élevée, l'inverse est vrai aussi. Hein. Les enfants autistes ont aussi pas mal de tics, ce qui n'est pas leur problème principal, mais c'est important de les diagnostiquer et de les différencier des stéréotypies quand les tics deviennent invalidants. Je dirais que c'est compliqué de distinguer effectivement un tic, enfin certains tics. Après, les tics basiques comme les clignements d'yeux, les grimaces, les reniflements, ça, ce sont des tics très classiques. On n'a pas besoin d'avoir tous les éléments cliniques. Si un enfant non verbal présente ce type de symptômes, on sait que ce ne sont pas des stéréotypies. Après, pour tout ce qui est plus complexe, notamment, je pense aux tics automutilatoires pour faire la différence en fait chez les patients autistes, c'est très très compliqué. Hein, s'ils ont des tics, savoir d'où viennent les automutilations, j'ai pas de réponse et souvent c'est un peu un casse-tête. Merci beaucoup. On a une avalanche de questions, ce qui est génial. Hein. C'est très bien. Alors du coup, je dois jongler un peu. Je rejoins une question de Fanny qui demande pourquoi l'éthique change au cours de la vie chez les personnes avec SGT. Est-ce que la copropriété
peut venir plus tardivement s'ils ne sont pas présents au début du syndrome. Et c'est vrai que je rebondis un peu sur la question d'ailleurs moi-même parce que dans votre intervention, lorsque vous évoquez le fait que les enfants peuvent s'échanger des tics, on a l'impression qu'il y a une psychodynamique finalement du tic qui m'a un peu surpris. Et je rejoins un peu la question de Fanny, comment on l'explique? Alors, on ne se l'explique pas trop, en fait, pour l'instant, pourquoi il y a cette suggestibilité. À un moment, il était un peu question de l'intervention de neurones miroirs et un peu comme dans le bâillement. Voilà, mais toutes ces hypothèses, elles n'ont jamais franchement été prouvées. Après, les tics, effectivement, ils évoluent, ils changent avec le temps, surtout chez l'enfant. À l'adulte, ils ont plutôt tendance à rester stables. C'est-à-dire que les adultes qui gardent des tics vont garder les mêmes tics. Par contre, chez l'enfant, la fluctuation, elle est immense. C'est sans arrêt. C'est un tic en chasse un autre. Sans qu'on s'explique pourquoi. Alors après, dans les témoignages des enfants, souvent, en fait, c'est en lien avec des choses qu'ils observent. Je me rappelle d'un patient qui évoquait les beaux gestes. En fait, quand il regardait des personnes, il était happé par certains gestes et qu'il avait envie de reproduire. Et après, ça devenait des tics. Et il disait, moi, quand je vois un beau geste, j'ai envie de le reproduire. Et après, je peux plus m'arrêter. Voilà. Mais après, je dirais, chaque histoire est assez singulière. Chaque patient, en fait, a une relation avec ses tics très différente. Et c'est ce qui rend aussi ce syndrome tellement intéressant. Hein, c'est que, voilà, c'est ce côté polymorphe de la sémiologie. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de réponse précise à la question, mais en tout cas, voilà, il faut se rappeler que dans l'enfance, ça change tout le temps. À l'âge adulte, ça a plutôt tendance à être stable. Merci à vous. Nous avons des questions de collègues médecins, j'imagine, que je vais relayer, de Sabine et Véronique. La première, donc, de Sabine, qui nous dit que l'aripiprazole est hors AMM dans cette indication et qu'elle utilise le thiapridal qui a l'AMM. Elle voulait avoir votre avis sur la question. Et ensuite, Véronique, elle, demandait quel dosage est recommandé pour l'aripiprazole, pardon. Alors, effectivement, l'aripiprazole n'a pas d'AMM, mais par contre, dans les PNDS, c'est-à-dire les recommandations du centre de référence, c'est le traitement de première intention et au niveau européen et au niveau, essentiellement européen, c'est le traitement de première intention du tic. L'aripiprazole, on l'utilise à toute petite dose. C'est vrai que c'est un neuroleptique atypique, mais qu'on utilise vraiment à toute petite dose, à peu près. On commence à 0,5-1 millilitre jusqu'à 5 millilitres. On n'a pas vraiment besoin d'augmenter très fortement les doses, comme pour un trouble psychotique ou un trouble de l'humeur. Et ce sont des traitements qui sont relativement bien tolérés. C'est vrai que nous, on n'utilise plus du tout le thiapridal. On ne l'a jamais utilisé pour traiter les tics. Il n'a pas une efficacité. Alors, ça peut fonctionner, mais par rapport à l'aripiprazole, c'est quand même beaucoup moins efficace et les effets secondaires sont plus importants. Mais on est quand même hors AMM et systématiquement, les pharmacies nous appellent en nous disant on ne peut pas délivrer ce produit pour un enfant Voilà, sauf que ça fait partie des recommandations maintenant internationales. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est important pour les collègues. La question de Solène vient naturellement. Dans ce cas, à qui adresser en première intention? Est-ce que ça peut être le médecin généraliste? Alors, bien sûr, il y a des médecins généralistes qui connaissent très bien l'éthique. Faut-il encore, voilà, qu'il ait la connaissance du syndrome. Après, les médecins qui ont le plus d'expertise par rapport à ce syndrome sont les neuropédiatres aussi et les pédopsychiatres. Voilà. Mais un médecin généraliste peut tout à fait poser le diagnostic. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui sont adressés par les généralistes. Alors, je pense que le médecin généraliste ne va pas initier de traitement, voilà, parce que c'est des traitements qu'il manie difficilement ou peu souvent, mais par contre, il peut tout à fait poser le diagnostic et nous réadresser à nous, pédopsychiatres ou aux neuropédiatres, les enfants qui ont des tics. Merci.
Lamia nous pose une question que vous avez abordée en partie pendant votre présentation, mais je pense que vous pouvez nous redonner quelques conseils sur la question des comorbidités des personnes qui ont des TND avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Et notamment, elle nous pose la question de savoir quel diagnostic exclut l'autre. Quels sont les diagnostics d'exclusion pour le SGT? En fait, il n'y en a pas. En fait, maintenant, on parle plus de troubles complexes du neurodéveloppement avec l'association, finalement, de tics, de troubles de l'attention, de troubles du spectre autistique. Et en fait, on s'aperçoit quand même que beaucoup d'enfants vont avoir des signes un peu, de plusieurs troubles du neurodéveloppement et qui vont être impactés par chacun d'entre eux. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on parle plutôt de troubles complexes du neurodéveloppement. Et on reste symptomatique par rapport à chaque élément, et on traite les tics s'il faut traiter les tics, on traite le trouble de l'attention s'il faut traiter le trouble de l'attention, en commençant par la pathologie qui est la plus invalidante. Merci beaucoup. Une question d'une ex-collègue de la Pitié, Marie-Vincente. Marie-Vincente, bonsoir. Bonsoir Marie-Vincente. Je vous demande quel est le lien entre les tics fonctionnels et les réseaux sociaux? Le lien, il est plus que certain, puisqu'en fait, on a découvert de façon assez simultanée dans le monde entier, en post-Covid, des cohortes de tics fonctionnels, tels que je les ai décrits tout à l'heure, de jeunes, effectivement, qui présentaient exactement les mêmes symptômes, mais qu'ils soient aux États-Unis, au Japon, en Chine, dans le monde entier. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de beaucoup de publications non concertées qui sont sorties en même temps, et pour évoquer cette forme qui avant finalement était très peu présente. Après, on parle de plus en plus du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est vrai que des personnalités comme Billie Eilish ou cet autre chanteur dont je ne me rappelle pas le nom, mais ouais, c'est ça, revendique et assume le fait d'avoir ce syndrome. Du coup, les jeunes vont se renseigner, et comme pour tout, les jeunes qui sont un peu plus vulnérables, plus sensibles, vont parfois s'approprier inconsciemment ces symptômes pour exprimer leur mal-être. Merci beaucoup. Alors, pareil, un sujet que vous avez abordé, mais peut-être qu'il y a des éléments supplémentaires que vous pouvez nous apporter. Une question de Fanny, est-ce que le Gilles de la Tourette a une origine génétique? Alors oui, il a une origine génétique, probablement donc plutôt un polygénisme. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de gènes très spécifiques. Il y a des gènes qui sont parfois à l'étude associés à la fois au trouble du spectre autistique et au syndrome de Gilles de la Tourette. Il y en a de plus en plus qui sortent. Donc les études continuent, mais on n'a pas encore comme pour l'autisme, d'éléments vraiment certains sur le gène ou les gènes impliqués. Clémence me demande s'il est possible d'intervenir en psychomotricité, par exemple, pour diminuer la présence des tics. Alors, oui, je pense qu'on peut intervenir en travaillant avec ces enfants sur, au même titre qu'avec les enfants TDAH, sur les tensions aussi internes qu'ils peuvent ressentir, sur leur capacité, alors plus en relaxation finalement, pour les aider à reprendre un petit peu le contrôle sur ce corps qui les maltraite, les maltraite un petit peu. Après, vous dire spécifiquement comment travailler en psychomotricité, j'avoue que
on s'est pas vraiment penché dessus, mais c'est toujours une indication qu'on porte chez ces enfants qui, par ailleurs, voilà, peuvent aussi présenter, comme on l'a vu, des petits troubles de la coordination qui majorent un peu leur mal-être. Donc, moi, je pense qu'un travail en psychomotricité et en relaxation est le bienvenu chez les enfants Tourette. Frédéric nous demande si les tics peuvent arriver après d'autres symptômes. Alors, elle cite notamment le TOP, le TDAH et la coprolalie. Alors, les tics peuvent apparaître bien sûr après, après le TDAH. Chronologiquement, souvent, les symptômes du TDAH apparaissent avant les tics. Les tics, c'est, on va dire, le plus souvent, c'est 7-8 ans, en fait, l'apparition des tics. Première partie de l'école primaire. Alors, la coprolalie, c'est un tic. Donc, en fait, la coprolalie, c'est rarement je dis rarement parce que ça arrive, mais c'est rarement le premier symptôme. Mais ça arrive. J'ai vu des enfants, notamment des tout petits enfants, rentrer dans la maladie uniquement avec une coprolalie très sévère, mais c'est rare quand même. Dans la même veine que la question sur la psychomotricité, Céline nous demande si un suivi orthophonique serait bénéfique pour les enfants qui ont des tics vocaux. Alors, un suivi orthophonique, je fais souvent le rapprochement des thérapies comportementales avec les thérapies du bégaiement, en fait. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a certains bégaiements qui sont des faux bégaiements et qui sont plutôt des tics. Les enfants Tourette peuvent avoir des pseudo-bégaiements qui sont pris en charge en orthophonie de la même façon que des bégaiements. Alors, je dirais que, voilà, en ce qui concerne en tout cas ce genre de tics, oui. Pour les tics vocaux, je ne pense pas, en tout cas, ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Peut-être qu'il y a des choses à faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, on n'a jamais essayé de traiter les tics vocaux avec des méthodes orthophoniques. D'accord. Mais ça pourrait être intéressant de... Manon nous demande si les tics sont cycliques et s'ils peuvent être en lien avec des manifestations d'angoisse et d'insécurité, comme par exemple des peurs de kidnapping, du noir, des monstres. Ah oui, alors les tics sont pas d'origine, je dirais, psychogènes, mais par contre, ils sont très, très nettement influencés, comme tous les mouvements anormaux, finalement, par les émotions, par le stress, par l'angoisse. Donc, forcément, le niveau d'anxiété va majorer les tics. Et un enfant anxieux va avoir, s'il a un enfant porteur du syndrome, s'il est anxieux, va avoir tendance à avoir plus de tics qu'un enfant qui n'est pas anxieux. Voilà. Mais oui, l'anxiété majore les tics, quelle que soit sa forme finalement. Marie-Vincente, du coup, nous demande si les thérapies cognitives et comportementales et émotionnelles, qui intègrent en particulier les mécanismes de pleine conscience, ont de bons résultats. Alors, je n'en ai aucune idée. Parce que on a vraiment des études, si on veut, je pense que, moi je dirais intuitivement, oui, j'ai des patients qui suivent ce type de thérapie et je pense que tout est bénéfique, voilà, parce que ça agit finalement sur un spectre beaucoup plus large. Les seules études qu'on ait vraiment faites, c'est vraiment avec les thérapies comportementales, les deux thérapies dont je vous ai parlé, qui sont vraiment très efficaces sur l'éthique. Alors, bien évidemment que je pense qu'après, il faut élargir. Quand on parle de thérapie, il y a d'abord la thérapie spécifique d'éthique, mais après, il faut aussi traiter tout le reste. Il faut traiter l'anxiété, il faut traiter... et dans ce cas-là, bien évidemment qu'on peut intégrer différentes techniques, dont la méditation pleine conscience, qui fait pour moi des miracles sur beaucoup d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, dont les troubles de l'attention et l'anxiété. Eva, du coup, nous demande si, alors que les
émotions négatives pourraient les majorer. Est-ce que les émotions positives pourraient avoir tendance à diminuer les tics? Non, ça les majore aussi, pas de chance. Les enfants en période, notamment, on a des pics symptomatiques au moment des fêtes de Noël ou des fêtes d'anniversaire, où alors là, les tics explosent tellement il y a d'excitation. L'excitation vraiment provoque une exacerbation des tics. Quand les enfants sont très contents, ils ont beaucoup de tics, en fait. Voilà. Donc, ça ne calme pas les tics. On a pas mal de questions sur la typologie des tics. Il y a Zaineb qui nous demande si les tics peuvent être également des cris d'animaux. Oui, ça peut être tout. En fait, un tic peut être vraiment tout mouvement, toute parole, tout bruit, ça peut être un tic. Alors du coup, Marie-Vincent demande si, alors qu'elle voit de plus en plus d'enfants avec des tics cognitifs, de type épeler les mots ou compter certains objets dans sa tête, est-ce qu'on peut les ranger dans les tics vocaux? Non. Alors ça, je dirais que on est plus à la frontière de ce que je dis, enfin, entre tic et toc, en fait, chez ces enfants. C'est-à-dire que sans qu'on ait je dirais, la charge anxieuse du toc ou le côté conjuratoire, ou voilà, il y a cette atypicité qu'on retrouve, hein, l'arithmomanie, compter, avoir des idées comme ça qui s'imposent. On le voit beaucoup chez les enfants Tourette. Eux, en fait, ils disent très clairement que ce ne sont pas des tics. C'est-à-dire, quand ils connaissent leur pathologie, ils savent nous dire non, ça, c'est pas un tic, c'est un TOC. Ça, ils sont assez forts pour ça. Parce qu'ils ne ressentent pas les mêmes choses, en fait. Mais il y a quand même moins de charge anxieuse qu'un enfant non Tourette qui a des TOC et qui présente voilà, le tableau classique de troubles obsessionnels compulsifs. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel Degnaud. On a eu beaucoup de questions. Merci à vous. Vous avez répondu à chacune d'entre elles, je crois, et donc ça fait déjà pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la clarté de votre intervention. Merci encore. Voilà, je laisse tout le monde remercier si vous le souhaitez. Merci encore aussi à vous de vous être inscrite pour assister à ce webinaire. On est toujours ravis de voir qu'il a du succès, qu'il continue d'être animé. Vous savez qu'on peut les voir en replay et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de visionnages en replay de ce type d'événement. Je rappelle la date du prochain webinaire qui aura lieu le 31 août. Et nous avons pour l'instant une surprise à vous annoncer pour ce webinaire. Donc, je vous invite à surveiller les pages d'Octopus pendant les prochaines semaines estivales pour connaître le thème et le nom de la ou du prochain intervenant. Merci beaucoup Merci. encore à vous, Dr Emmanuel Degnaud. Merci Antoine, merci beaucoup, merci à tous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir ici. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, belle soirée à tout le monde et à très bientôt sur nos 30 minutes avec.